Chef Lionel Giraud, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Narbonne, vous êtes Narbonnais. Oui. Ça vous y tenait? Ah oui, je suis né à Narbonne il y a quelques années maintenant, mais voilà, c'est ma ville de cœur. Narbonnais, donc, 2 étoiles au Michelin. Oui, c'est ça. C'est Ouais. important dans la carrière d'un chef, ça. Ben, ça fait partie de l'évolution, d'un parcours, d'objectifs aussi également. On peut dire un peu que c'est le Graal, quoi, quand on veut bien faire les choses. C'est la reconnaissance d'une profession à travers notre engagement quotidien. C'est une maison qui a été fondée en 95, que j'ai rachetée en 2003 après un dépôt de bilan. Et donc ça fait 20 ans que je suis dans les lieux et que je ne cesse de faire avancer, évoluer cette maison. On est parti de loin, en dessous de zéro, hein, c'est un dépôt de bilan. Donc voilà, challenge un peu fort, un peu lourd à relever peut-être. C'était Et quoi votre puis, volonté à ce moment-là? je pense que c'était la volonté, c'était de prouver aux gens qu'on pouvait y arriver. Voilà, on n'avait pas forcément tous les paramètres de ce que pouvait représenter, on va dire, une installation, faire vivre un restaurant, qu'est-ce que ça pouvait représenter comme difficulté. Voilà, je pense que Il faut tout gérer, là, il y a tout à oui, gérer. et puis on réfléchit pas à tout ça en fait. On se lance dans l'aventure, on dit allez feu, je suis pas plus idiot qu'un autre, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et puis voilà, et puis les choses ont pris du temps forcément. Quand on n'a pas les moyens, il faut redoubler d'ingéniosité, faire grandir progressivement la maison, et puis voilà, step by step, on va dire. Voilà. Et vous me l'avez dit, la cuisine, c'est ça, step by step. Vous m'avez dit, vous l'avez dit avant de commencer l'interview, on a évolué petit à petit. Aujourd'hui, elle est magnifique quand on Ouais. rentre. D'ailleurs, vous la faites visiter. Oui, alors ça fait partie de traditions. Moi, vous savez, c'est pour moi une petite maison familiale ici, et je pars du principe qu'on reçoit tous les jours des convives chez nous. Donc la moindre des choses, c'est aussi de les accueillir dans la cuisine, pour qu'ils voient aussi l'envers du décor, qu'ils viennent me rencontrer dans l'univers dans lequel ils ont baigné toute la soirée, et puis voilà, de faire allez, on va dire un petit côté décontracte, où on va visiter l'ensemble des lieux. Voilà, on se prend pas la tête là-dessus, quoi. Vous êtes fier de ce que vous avez construit depuis ces années ici? Vous êtes- Je suis un éternel insatisfait. Dès le moment où on est dans la recherche, dans la quête de l'excellence permanente, je pense qu'on peut toujours mieux faire. Donc voilà, c'est une phase, c'est une étape, mais on peut aller encore de l'avant. L'essentiel, c'est de jamais rester statique dans ce métier. C'est un métier qui est tout le temps en mouvement. La scène culinaire mondiale ne dort pas. On est tous plus ou moins en compétition. Alors quand on a envie de la vivre, la compétition, on peut très bien le faire d'une autre façon et avec d'autres intérêts. Moi, la compétition me fait avancer personnellement, me permet la remise en question, me donne envie de me dépasser. Donc, elle est très saine pour moi. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas il y a des gens qui disent toujours, ah, est-ce que c'est pas trop dur, le maintien des étoiles, se battre pour telle et telle chose. Il y a une pression, non? Non, Non. honnêtement, non. La pression qu'on a au quotidien, c'est de bien faire les choses, de faire en sorte que chaque convive qui passe la porte passe un moment privilégié. Donc, que vous soyez coté chez Michelin ou pas, est-ce que ça changerait les choses? Non, je pense pas. Dès le moment où on est où on est un artisan qui se lève les matins avec l'envie de bien faire les choses, ça nécessite forcément un peu de don de soi ou de s'investir du point de vue personnel. Donc ça s'appelle la pression, mais c'est une bonne pression qui nous fait avancer. Voilà. Tout au long de ces années, votre cuisine a évolué. Comment Forcément. vous pouvez décrire votre évolution? Bien sûr, la cuisine évolue tout le temps, donc je veux dire, Vous les ce- prenez où, vos ce que je- inspirations? Vous bah, avez des vous inspirations? savez, c'est souvent des envies. Mais ce que j'ai envie en 2023, ça sera peut-être pas ce que j'ai envie en 2024. Ce que j'ai envie de proposer aux clients à ce moment-là, elle va être basée sur l'émotionnel. Et vous savez qu'en vieillissant, chaque tranche d'âge, en fait, font que vous avez des visions différentes, des envies différentes. Voilà, donc vous regardez la carrière de Dali, vous regardez la carrière de certains artistes peintres, vous aimez pas forcément toutes leurs œuvres. Vous aimez un moment bien précis de leur vie. Dans la peinture, dans l'écriture, c'est pareil. Dans la musique, c'est pareil. Et dans la cuisine, c'est la même chose. Je pense que voilà, chaque chef évolue avec son temps, avec son environnement,
ses valeurs, son ressenti émotionnel, qu'est-ce qu'il vit. Si c'est des périodes un peu noires, il aura une cuisine peut-être un peu sombre, qui sera peut-être tout aussi bonne, mais un peu plus, on va dire un peu plus noire. Et puis les moments de joie, d'euphorie, une cuisine plus légère, voilà, plus festive ou joyeuse, je sais pas, voilà. Alors vous êtes tributaire aussi des arrivages. Vous vous adaptez vraiment à l'arrivage du jour. Expliquez-nous. Oui, on a décidé d'arrêter de donner un rythme à la nature, mais plutôt d'attendre que la nature nous donne un rythme. On s'est rendu compte que les saisons, c'était pas juste un calendrier. Les saisons, c'est au jour le jour, c'est une vie. Un coup, cette année, on a eu des températures qui sont descendues à 8 degrés, puis le lendemain, on ne sait pas pourquoi, on repassait à 20 degrés. Donc c'est ça en fait. Pour moi, la loi des saisons, ça va au-delà d'un calendrier en disant printemps, automne, hiver. Voilà. C'est une préoccupation journalière. Qu'est-ce qui se passe dans nos écosystèmes? Qu'est-ce qui se passe sur notre planète? Pour quelles raisons aujourd'hui on va utiliser tel produit plutôt qu'un autre? Voilà, c'est ça la vraie question. Et en même temps, c'est aussi ma façon à moi de me sentir engagé auprès des paysans, des artisans de la terre, des collaborateurs de la terre comme je les appelle, ou de la pêche, ou de la chasse bien sûr, du maraîchage, ou de l'élevage. Voilà, on s'adapte à eux, on écoute leurs problématiques, on essaie de comprendre leur fonctionnement, et à travers ça, on va essayer d'adapter nos maisons à leur fonctionnement. Même si des fois c'est un casse-tête, hein, moi j'appelle ça le Rubik's Cube. C'est le Rubik's Cube de l'engagement, c'est-à-dire que en gros, vous avez une dame qui ramasse des fleurs tous les matins, pour elle c'est compliqué d'aller travailler à la frontale dans la nuit pour qu'on soit nous livré à 8h du matin. Donc il va falloir s'adapter, peut-être apprendre à être livré à 11h. Mon éleveur celui qui me fait les produits laitiers, mon fermier, pardon, lui, il va pouvoir travailler peut-être très tôt le matin, mais il aura une livraison chez nous à 8h30. Donc il faut qu'on s'adapte, et ainsi de suite. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va s'adapter à leurs problématiques, déjà parce qu'on est des humains bienveillants, avec c'est du vivant tout ça. Une philosophie voilà, qui est très proche du vivant, et dans laquelle on se dit, si on veut donner le meilleur à nos consommateurs, il faut que nous, on s'adapte pour que le meilleur soit pris tous les jours, sans pour autant gâcher ou galvauder le produit, ou gaspiller, ou voilà, sans faire attention. Respect à avoir. Exactement. On ne prélève rien sans lui rendre hommage. Voilà. Et les gens reviennent à ça, prennent plaisir à savoir que vous respectez tout ça et qu'il y a un retour au respect de la production locale. Alors, je pense qu'il y en a qui sont sensibilisés déjà, et donc ça les conforte de savoir que des établissements comme le mien respectent cet engagement dans tous les détails, et d'autres qui sont moins sensibles à ça, qui n'ont pas réellement besoin de se sentir concernés. Mais je dis c'est pas grave, dans le sens où la nouvelle génération, les gens qui arrivent sur le marché du travail actuellement, eux sont sensibles à ça. C'est à nous de montrer l'exemple. Je dis toujours, en règle générale, les gens se plaignent mais ne font rien. Il y a ceux qui le disent mais qui ne passent pas à l'acte. Il y a ceux qui analysent et qui finalement disent c'est bien comme ça, je ne vais pas changer pour autant parce que c'est trop compliqué. Et il y a ceux qui disent rien et qui font. Nous, on s'est classé dans la catégorie de on dit rien, on fait. Et finalement, je préfère que ce soit les gens, les autres, ceux qui viennent vivre l'expérience, qui parlent de nous à travers cet engagement, que plutôt dire jongler sur l'effet de mode. Ouais, nous, on est dans le bio, on est dans le respect de la nature. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une idéologie marketing qu'une idéologie personnelle. Donc, moi, je le place du point de vue personnel. Mais c'est une exigence pour vous. Disons que je veux pas que ça soit juste le mec qui suit la mode ou c'est un effet de mode. Non, c'est des convictions personnelles. On l'a mis en place pour tout un tas de raisons, que ce soit familial, professionnel ou en termes d'exemplarité. Je me dis voilà, on le fait, point barre. On va pas essayer de se justifier pour quelle raison on fait ça. On le fait parce que parce que c'est un engagement. Voilà. Après, bien sûr, s'il y a des distinctions, EcoCert ou l'étoile verte qui tombe, tant mieux. Ça veut dire que notre travail est approuvé, respecté, compris, et qu'aujourd'hui on est dans une direction qui est plus ou moins propice. Donc tant mieux. Voilà, tant mieux. Avançons.
Merci chef. Moi, la dernière question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que vous avez envie avec quoi vous avez envie que les gens repartent comme idée, comme avis sur vous quand ils viennent à la table de Lionel Giraud? Déjà, j'ai une grosse réflexion autour du concept de j'aime pas. Vous savez qu'aujourd'hui, le fait d'avoir mis ce concept en place, c'est aussi, ça impose en quelque sorte certaines contraintes aux consommateurs, si on peut appeler ça des contraintes, c'est de dire, en fait, je ne choisis pas ce que je vais manger. C'est moi qui vais choisir pour eux un petit peu, je vais leur faire un menu adapté sur mesure. Alors bien sûr, en début, au moment de la réservation, on va demander quelles sont les intolérances alimentaires, les allergies. Et on s'est peu fait prendre dans notre propre piège, c'est pour éviter un petit peu les frustrations clientèle, on demandait aussi ce qu'ils n'aimaient pas manger. Et là, on s'est retrouvé avec des listes qui étaient ahurissantes, invraisemblables. En fait, on se rend compte que les gens ont banni certains produits de leur alimentation parce qu'à un moment, un instant T, ils ont eu une mauvaise expérience à travers la transformation de la main de l'homme sur un produit. Et donc, ils pensent qu'ils n'aiment pas le produit. Moi, je pars du principe que tout est bon dans la nature et que quand on a un pays comme le nôtre, qui a accès à l'alimentation facilement, on a oublié la première des choses, c'est de se dire, voilà, on a tué un animal, on a prélevé quelque chose dans la nature, c'est déjà un hommage, c'est déjà un honneur de l'avoir dans nos assiettes. Et ça, on l'a complètement banni, oublié. Et ensuite, on a mis un autre élément, qui est celui de, si c'est comestible, c'est que ça peut être que bon pour nous. Aujourd'hui, on a enlevé ce concept comestible, on est juste, je vais vers ce que j'aime et je vais consommer que ce que j'aime. Et donc les grands groupes souvent ont emboîté ça en disant, voilà, on va leur mettre un peu de sucre dans l'aliment, on va leur mettre un peu de choses, et c'est sûr qu'ils vont y revenir parce qu'ils vont aimer. Et donc moi j'ai une vision de ça, une philosophie de ça, en gros c'est que on ne doit pas bannir de son alimentation une mauvaise expérience produit. On doit tout simplement à un moment donné faire en sorte de le transformer d'une façon à ce qu'on puisse l'apprécier. Et donc, je ne peux pas cautionner, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais je ne peux pas cautionner le fait que dire une liste en disant moi le betterave j'aime pas, le salsifis j'aime pas, le chou j'en veux pas, l'agneau j'aime pas, le pigeon j'aime pas. C'est pas un défi pour vous pour essayer de réhabiliter des choses, des aliments? Je me dis que souvent les gens quand ils sont ouverts, qu'ils arrivent à la table, ils disent ça j'aime pas mais je vais rien lui dire parce que si le chef me le fait, je pense qu'ici ça va être bon. Donc déjà là-dessus, la partie est plus ou moins gagnée et souvent ça marche très bien. Je glisse un ou deux produits que les gens n'apprécient pas et tout de suite c'est la révélation, finalement c'est très bon. Donc ça me conforte un petit peu dans la réflexion. Et j'en ai qui sont hyper fermés et qui disent non de toute façon je ne mangerai pas, j'en veux pas. Donc on va pas frustrer, on va trouver un compromis. Mais souvent ce qui résulte de ça, c'est que si je dis pas ou si je camoufle le produit par exemple qu'ils n'aimaient pas, souvent c'est une révélation parce que c'est souvent un des plats qu'ils ont préféré. Souvent il y a une dame qui dit j'aime pas habituellement la betterave, mais alors là je me suis régalé, c'était génial et tout. Donc c'est quoi le secret? Indirectement, je pense que la partie est gagnée dans le sens où, encore une fois, on a fait l'amalgame d'un produit à travers une transformation et non pas uniquement le produit. Enfant, je n'aimais pas le chou de Bruxelles. À la cantine, c'était bouilli, c'était fort, c'était désagréable, même à l'odeur. Aujourd'hui, un chou de Bruxelles rôti comme un bout de viande dans du beurre avec un peu d'ail, c'est extraordinaire. Un chou de Bruxelles accru, juste un filet de jus de citron, d'huile d'olive, c'est extraordinaire. La façon de le faire. Donc en fait, voilà, tout simplement, vous venez dans une maison où aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes qui tous les jours se décarcassent pour faire en sorte que la matière première qui nous est livrée soit déjà la plus belle sélection du moment sur notre territoire. Et ensuite, il y a une dizaine de personnes qui va s'affairer à la transformer le mieux possible avec un respect considérable pour que vous puissiez passer un bon moment à travers ce produit-là. On a peut-être une préférence pour le bœuf, mais c'est pas pour autant que l'agneau est moins bon ou que Voilà, je pars du principe qu'il n'y a pas de produits de luxe dans la vie. Il n'y a que des produits de bon sens. C'est-à-dire que grosso modo, je suis à 5 minutes d'une production de pommes, je vais favoriser à consommer un peu plus de pommes parce que je vais limiter mon empreinte carbone, parce que je vais consolider la filiale qui vient juste à côté de chez moi, parce que je vais permettre d'avoir une économie plus circulaire et donc forcément plus porteuse pour ma région, ma ville et ainsi de suite. En fait, tout est lié. Et plus on va diversifier notre alimentation, moins on va épuiser nos ressources naturelles. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Au moins on va consommer de bœuf, peut-être au moins il y aura d'élevage intensif, au moins nocif pour la planète et notre santé. Parce qu'on va moins avoir d'antibiotiques à placer, peut-être parce qu'on Vous avez de l'espoir. Voilà. Donc oui, je pense que c'est une vision peut-être un peu aujourd'hui, un peu trop forte, mais quelque part, je pense que sur le long terme, avec la jeune génération qui arrive derrière, c'est une façon de consommer qui rentrera dans les mœurs et qui sera naturellement normale.
Voilà, donc ça prendra le temps que ça prendra, peut-être que je ne le vivrai pas, mais en tout cas ma volonté à moi c'est de laisser quelque chose de viable et de pérenne à nos enfants, à nos petits-enfants. Voilà, Merci beaucoup, chef. avec grand plaisir.